Bonjour, bienvenue dans FranceApp avec ces cours de soutien de la première année, baccalauréat, ou bien la sixième année, en section française. Donc, on va commencer par le roman de la boîte à merveilles, mais avant, on va parler quand même, on va faire un aperçu général sur la littérature maghrébine. Donc, la littérature marocaine d'expression française est née du passage à l'oral, de la culture orale, au contact de la littérature coloniale, désireux de présenter une vie de dedans de leur société et de parler en leur nom propre. Les émules autochtones des écrivains coloniaux commencent par produire une littérature adressée à l'autre. Le public français était le seul susceptible de lire leurs écrits. Ils ont donc entrepris de dire les coutumes, la vie quotidienne et les valeurs d'une culture millénaire. Ce roman, ça fait partie de la littérature de la première génération, de Ahmed Sfraoui, entre autres. Donc la littérature marocaine d'expression française et cette production littéraire née sous la colonisation française dans les trois pays du Maghreb, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Ahmed Sfraoui appartient à cette catégorie d'écrivains marocains. Donc, avant de commencer à faire une lecture sur ce roman, on commence par la biographie de l'auteur. Donc, Ahmed Sfraoui est né à Fès en 1915. Il était à l'école coranique, puis dans les écoles françaises, influencé par la beauté et l'art de la Médina de Fès. Plus tard, il va travailler dans un établissement de patrimoine de Fès, patrimoine culturel de Fès. Ensuite, dans la direction du tourisme à Rabat, où il meurt en 2004. Donc, on remarque, d'après cette biographie de l'auteur, de l'écrivain, qu'il a, donc ce qu'on trouve dans le roman, c'est ce qu'il a vécu durant sa vie. Donc, il était à l'école coranique. On trouve l'école coranique dans le roman. Il était dans les écoles françaises, donc c'est pourquoi il a écrit en français ce roman. Et il a été influencé par l'architecture de Fès, la beauté de Fès, etc. Donc, ce qui a donné plus tard une personne qui va gérer, qui va travailler dans ce genre de domaine, et qui est l'établissement du patrimoine de Fès et la direction du tourisme à Rabat. Donc, on commence par qu'est-ce que l'autobiographie? Donc, je vais faire une toute petite définition très simple. C'est lorsqu'un écrivain écrit ou raconte sa vie ou une partie de sa vie. Exemple, Ahmed Sfraoui raconte sa vie d'enfance à l'âge de 6 ans. Donc, voilà une petite définition sur l'autobiographie. Donc, l'autobiographie, c'est lorsqu'un écrivain écrit sur lui-même ou bien écrit sur toute sa vie en racontant ses expériences pour donner l'exemple aux autres ou aux lecteurs. Donc, on commence par un tableau qui nous donne quand même une idée sur le roman. On a toujours titre de l'œuvre, l'auteur, l'époque et aussi genre, ou bien on va dire genre littéraire, et l'époque. Alors, le titre de l'œuvre, c'est La boîte à merveilles. L'auteur, c'est Ahmed. Et le genre littéraire, roman.
l'époque, si le 21e siècle. Voilà. Donc, je vais refaire ces informations sur le roman. Le titre de l'œuvre, c'est La boîte à merveilles. Comme on voit, il est écrit en majuscule, La boîte à merveilles, L, P, A et M, donc ils sont en majuscule. L'auteur, la même chose, on écrit Ahmed A avec en majuscule et le 6 Faraoui, le S en majuscule. Donc le genre, ça fait partie du roman autobiographique. Et l'époque, si le 21, ça veut dire à partir de 1915 jusqu'à 2004, où le roman a été, durant cette période, le roman a été écrit en 1952 et publié en 1954, ce qui fait donc que ça fait partie du 21e siècle, comme les chiens. Donc on commence par le premier chapitre, où je vais faire le repérage du chapitre. Donc je vais effacer. Donc repérage du chapitre 1. Mais je vais faire assez rapidement. Repérage du chapitre 1. Alors on commence. Le soir, quand tout dort, les riches dans leurs chaudes couvertures, les pauvres sur les marches des boutiques ou sur les porches des palais. Moi, je ne dors pas, je songe à ma solitude et j'en sens tout le poids. Ma solitude ne date pas d'hier. Donc là, on a un indicateur spatio-temporel. Donc c'est le soir, on commence l'histoire. Et par le c'est l'espace, c'est la maison. Et son état, donc il est en état de solitude, et il pense à cette solitude dont ils sent le poids, hein, ou bien le poids de cette solitude. Donc ce qui fait que le thème majeur, c'est la solitude. Donc l'auteur, ou bien le narrateur, on va dire le narrateur souffre de la solitude. Ce qui fait que la solitude, comme j'ai dit, c'est un thème majeur. Je vois au fond d'une impasse que le soleil ne visite jamais. Donc le narrateur, il revient en arrière, et il se rappelle qu'il était un enfant, un petit garçon de 6 ans. Je vois un enfant, je vois au fond d'une impasse que le soleil ne visite jamais, un petit garçon de 6 ans dresser un piège pour attraper un moineau, mais le moineau ne vient jamais. Donc il se rappelle qu'il était un enfant de 6 ans et était assis en train d'attendre à attraper un moineau avec un piège. Donc, mais le moineau ne vient jamais. Il désire tant ce petit moineau, il ne le mangera pas, il ne le martyrisera, il ne le martyrisera pas. Il va en faire son compagnon. Donc, le narrateur, lorsqu'il veut attraper ce petit oiseau, il ne va pas le torturer ou le martyriser, il ne va pas le tuer, il veut en faire un ami. Donc, ce qui fait que, comme j'ai dit, le narrateur il souffre de la solitude. Donc, le narrateur n'a pas beaucoup d'amis, et il est toujours seul, etc. Ils vont faire les pieds nus sur la terre humide, il court jusqu'au bout de la rue pour voir passer les ânes et revient s'asseoir sur le pas de la maison et attendre la revue du moineau qui ne vient pas. Le soir, il rentre le cœur gros et les yeux rougis, blanche, balançant au bout de son petit bras un piège en fil de cuivre. Donc le soir, il rentre à la maison sans attraper le moineau, dans un état de tristesse. Nous habitions d'Ashwafa, la maison de la voyante. Donc le narrateur, il se rappelle qu'il habitait. Donc nous habitions à Dashwa, ça veut dire que le narrateur, il était enfant. À ce moment, il habitait à Dashwa, mais maintenant, il non plus, il est adulte, il n'habite plus à cette maison. Effectivement, au rez-de-chaussée habitait une voyante de grande réputation, des quartiers les plus éloignés des femmes,
toutes les conditions, venez la consulter. Donc, dans cette maison, il habitait il y avait une voyante où les gens venaient la consulter, ça veut dire venaient la voir. Elle était voyante et quelque peu sorcière, adepte de la confrérie du Dinawa. Donc, le narrateur, il habite à Dar Shuwafa. Il habite à Dar Shuwafa. Je ne comprenais rien aussi. Donc le narrateur, il décrit ce qu'est fait, il décrit ce qu'est fait l'habit à Dar Shuwafa. Il raconte et décrit les activités de la voyante. كيوصف الشيطان كتقوم بها هاد الشوفة هاد الشوفة. L'orateur. Alors, chapitre, toujours la page 6. J'avais peut-être 6 ans, ma mémoire était certes riche, et les moindres événements s'y gravés en images ineffaçables. Il me reste cet album pour égayer ma solitude, pour me prouver à moi-même que je ne suis pas encore mort. Donc, le narrateur, il reste toute sa vie seul, dans ce que fait qu'il se rappelle lorsqu'il était enfant. Il lui reste cet album pour épargner la solitude dont il souffre. À 6 ans, il revient encore au passé, à 6 ans j'étais seul, peut-être malheureux, mais je n'avais aucun point de repère. Il était à cette époque malheureux, mais il ne sait pas comment il était malheureux, ou bien il ne savait pas il ne connaît pas un indice de son malheur. Je n'avais aucun point de repère qui me permet d'appeler mon existence solitude ou malheur. Donc, il ne sait pas ce que veut dire la solitude ou le malheur. Donc, il était encore enfant, jusqu'ici qu'il était seul. Je n'étais ni heureux ni malheureux. Il ne sait pas s'il est heureux ou malheureux. Donc, ce qui fait que c'est un garçon et qui n'arrive pas encore à savoir, à décrire son état. J'étais encore seul. Cela, je le savais. Il sait qu'il est seul, mais il ne sait pas s'il était heureux ou malheureux. Point farouche de nature, j'ai bouché de timide amitié avec les bambins de l'école coranique, mais leur durée leur fut brève. Nous habitions des univers. Donc le narrateur, il n'avait pas d'amis. Parfois, il fait quelques relations qui ne durent pas. Donc peut-être qu'il était timide, etc. Ou bien leur monde est différent, ça veut dire le monde du narrateur, c'est pas comme le monde de l'auteur, donc il y a une grande différence et chacun a son univers, c'est-à-dire les amis ils ont leur univers, le narrateur aussi il a son univers, donc lui il penche pour le rêve, ça veut dire il a ce penchant pour le rêve, il se penche pour le rêve. C'est-à-dire un garçon rêveur, pensif, etc. Donc il aime être seul pour rêver, pour penser, pour méditer, etc. Le monde me paraissait un domaine fabuleux, une forêt grandiose où les sorcières entretenaient un commerce avec des puissances invisibles. Alors lui, il voit autre chose à part, apparemment, différent que les autres. Donc c'est un monde, pour lui c'est un monde son monde est extraordinaire, fabuleux, magique. Donc lui il voit des choses que les autres ne les voient pas. Je dirais que l'invisible m'admet à participer à ces mystères. Mes petits camarades de l'école se contentaient du visible. Alors lui il voit au-delà du réel. Donc, si les amis se contentent, si ses amis, ou bien ses compagnons se contentent du visible, ce qu'ils voient, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils touchent, lui, il voit au-delà de tout ça.
et surtout quand ce visible se concrétise et se crée d'un bleu céleste ou d'un rose de soleil couchant. Donc si les enfants ils aiment les couleurs, les bonbons, les jouets, lui il aime autre chose. Et si les amis aussi ils aiment jouer, quand ils se mordre à plein dents, ils aiment aussi jouer à la bataille, se perdre à la gorge avec des airs d'assassinat, crier pour imiter la voix de leur père, s'insulter pour imiter les voisins, commander pour imiter le maître de l'école. Donc si les enfants ils aiment les couleurs, les bonbons, jouer, courir, etc., crier, moi je ne voulais rien imiter. Je voulais connaître. Donc le narrateur, il ne veut pas jouer. Il ne veut pas des bonbons. Il ne veut pas de couleur. Il veut un monde imaginaire. Il veut connaître. Moi, je ne voulais rien imiter, je voulais connaître. Abdallah l'Épicier me raconta les exploits d'un roi magnifique. Donc, ce n'est pas Abdallah l'Épicier qui lui raconte, c'est son père qui raconte sur la langue de Abdallah l'Épicier les exploits des rois et des princes imaginaires ou des rois magnifiques qui vivaient dans un pays de luxe, de lumière et du parfait. Donc, je vais écrire. Le narrateur n'a pas d'amis. Il n'a pas d'amis. Car il se penche pour le rêve influencé. Il est influencé par les récits de Abdallah l'Épicier. Donc c'est son père qui raconte, lui raconte ces histoires, ces contes d'Abdallah l'Épicier. Notre père, il lui parle du paradis. Mon père me parlait du paradis, mais pour y connaître, il fallait d'abord mourir. بحكى ليه لا الجنة وقال له ولكن باش تسبعت وتشوف هذه الجنة خصك تموت. Mon père a ajouté que ce tuer était alors est un grand péché. قال ليه واللي كيقصر راسو راه اسم كبير ان بيشي كي انترديزي لاكسي سوا واللي كيمنعو انه يدخل الجنة. سيتادير الاب ملي كيحكي لي هذه الحكايه ديال عبد الله ليبيسي قال لي بان هناك ما احسن من هذوك الامراء اللي كيشوفوا هذوك القصور وهذوك الشرطه وهذيك الخير، كاين ما احسن منها وهو كاين الجنه. قال لي انا بغيت نمشي الجنه. قال لي الجنه خصك تموت وتمشي وتعاود تحيا. قال لي نموت. قال لي لا قتلتي راسك راه ما تمشيش الجنه تمشي لجهنم. Alors, mon père a ajouté que ce tuer était un grand péché, un péché qui interdisait l'accès à ce royaume. Alors, je n'avais qu'une solution, attendre de devenir un homme, attendre de mourir pour renaître au bord du fleuve Salsay. Alors, attendre si cela existait. À cette idée, je n'éprouvais certainement aucune frayeur. Je me réveillais le matin, je faisais ce qu'on me disait de le faire. يعني هذه الفكرة يعني لم يشعر بأي خوف. يستيقظ الصباح يفعل ما يطلب منه وفي المساء يقوم بالشيء نفسه. Le soir au soleil disparaissait, je revenais m'endormir pour recommencer le lendemain. Je savais qu'une journée s'ajoutait à une autre. Je savais que les jours faisaient des mois, que les mois faisaient des années, devenaient des saisons et les saisons l'année. J'ai 6 ans. L'année prochaine j'en aurai 7 et puis 9 et puis 8, 9 et 10. À 10 ans on est presque un an. C'est كيتخيل بأنه راه تيكبر. À 10 ans, on parcourt tout seul le quartier, on discute avec les marchands, on s'y écrit. يعني من تكون عنده 10 سنين غادي يبقى يمشي يتشاطر مع الباعة يعرف يكتب au moins son nom على آخره. On peut consulter une voyante يمكن يمشي يشوف شوفة sur son avenir على المستقبل. Apprendre des mots magiques تعلم كلمات composer des talismans يعرف يدير حجابات. En attendant وأنا أنتظر, j'étais seul au milieu d'un grouillement de têtes rasées.
كنت وحيدا أمام وسط ضوضاء من الرؤوس المحلقة دون يمين ونوف مبتلة dans un vertige de vocifération وسط ضوضاء من ترتيل آيات القرآن de vocifération des versets sacrés. Donc en attendant, il était entre ses amis aussi. Il va aussi pour apprendre les versets coraniques. L'école était à la porte de Drb Nouala, qui est un grand maigre à barbe noire. Donc le narrateur, qu'est-ce qu'il fait? Il décrit dont les yeux lançaient constamment des flammes de colère, abattaient leur rugir. Le site où se trouve le site. Je connaissais cette rue, je savais qu'au fond d'un brouillard noir et au milieu s'ouvrit une porte basse de s'échapper toute la journée. Un brouillard continu de voix de femmes et de pleurs d'enfants. À côté d'un site dans cette rue, il y avait un hammam, ou bien le hammam, ou bien le bain mort. Donc le narrateur, il va parler de bain mort. Donc il va aussi pour apprendre les versets coraniques. Il parle du hammam, ou bien le bain mort, qui le déteste. Pour lui, c'est l'enfer. Il n'a pas de l'air. Pour lui, c'est l'enfer. J'avais éclaté, donc la première fois que j'avais entendu ce bruit, j'avais éclaté en sanglots parce que j'avais connu les voix de l'enfer, telles que mon père les évoqua un soir. Donc, alors son père lui a dit que à l'enfer, il y a la chaleur, il y a le feu, il y a les pleurs, les enfants qui pleurent, etc. Des fois, tu vois. Donc, quand il passait à côté du hammam, du bain mort, il se croyait il croyait que c'est l'enfer. Ma mère me calma. Je t'emmène prendre un bain, je te promets une orange et un œuf dur et tu trouves le moyen de briller comme un homme. Donc sa mère il lui donne pour le calmer et le ramener avec elle au hammam. Il lui dit que je vais donner un œuf dur, une orange, etc. Et tu vas jouer, c'est-à-dire que tu vas trouver l'occasion pour jouer comme un homme. Toujours au coton, je répondais, je ne veux pas aller en enfer. Voilà, le narrateur, pour lui, le bas mort, c'est l'enfer. Je me sentais plus seul que jamais. J'étais de plus en plus persuadé que c'était bel et bien dans l'enfer. Donc le narrateur, il va décrire la science de bain mort. Donc il va décrire la science de bain mort. Alors, je me trouvais seul et m'a croisé sur mon ventre enflammant. Donc là, il était s'est lavé, donc il s'est fait sortir par sa mère dans la salle d'habillement et il était seul en train d'attendre sa mère à finir de se laver. J'ai entendu sur l'estrade jusqu'au soir, ma mère finit par venir me rejoindre, l'air est posé, se plaignant de violents maux de tête. Donc, sa mère est fatiguée. Lorsqu'il sortait du hammam, il était fatigué parce qu'il faisait chaud dans ces salles de bain mort. Heureusement pour moi, ces séances de bain étaient assez rares. Donc, heureusement, ma mère ne voulait point s'embrasser de l'enfant emporté et maladroit que j'étais pendant son absence. J'étais livré à mes timides
fantaisie. Je courais pieds nus dans le dehors. Alors parfois sa mère, elle part toute seule avec Mohamed. Le narrateur, puisqu'il refuse, alors il ne veut pas se mêler de ces... Il ne veut pas le renforcer à le hammam, donc il laisse son fils jouer à la maison tout seul et dans les rues du quartier. J'étais livré à un timide, fantaisie, je courais pieds nus dans le deb, émettant le pacadona, des choses, etc. Donc le narrateur, il raconte ce sujet. Je initie fièrement, on voyait des regards, parfois je vidais simplement ma boîte. Alors parfois, le narrateur, quand il est seul, il prend sa boîte à merveille pour jouer. Et il renverse sa boîte et il invente des personnages magiques, etc. Parfois, je vidais simplement ma boîte à merveille par terre et j'inventerai mettre un simple bouton. Donc là, il parle des objets qui sont dans sa boîte à merveille. Parfois, je vidais simplement ma boîte à merveille par terre et j'inventerai mes trésors. Un simple bouton de porcelaine me mettait le sens en extase. Quand je l'avais longtemps regardé, j'ai caressé des doigts la matière avec respect. Mais il y avait dans cet objet un élément qui ne pouvait être saisi ni par les yeux ni par les doigts. Une mystérieuse beauté intraduisable. Il me fascinait. Je sentais toute mon impuissance à en jouir pleinement. Je pleurais presque de sentir autour de moi cette étrange chose invisible, impalpable, que je ne pouvais goûter de la langue, mais qui avait un goût et le pouvoir d'enivrer. Cela s'incarnait donc dans un bouton de porcelaine et lui donnait ainsi une âme, une vertu de talisman. Donc alors, les objets de sa boîte, ils contiennent, ou bien ils contiennent une grande valeur. Pour lui, ils sont des objets ordinaires, mais pour lui, ils sont des objets de grande valeur. Lui seul, qui peut sentir ce qui est extraordinaire dedans, lui seul qui connaît et qui peut connaître cette valeur rare dans ces objets. Dans la boîte à merveille, il y avait une foule d'objets hétéroclites. Donc, il cite ou bien il énumère les objets de sa boîte qui, pour moi seul, avaient un sens. Voilà ce que j'ai dit. Donc, seul le narrateur, il cite le sens de ces objets. Des boules de verre, des anneaux de cuir, un manuscrit cadenas sans clé, des clos à tête dorée, des encriers vides, des boutons décorés, des boutons sans décor, et on avait en matière transparente, en métal, en nacre. Chacun de ces objets me parlait son langage. C'était là mes seuls amis, bien sûr. J'avais des relations dans le monde de la légende avec des princes très vaillants et des géants au court tendre, mais ils habitaient les recoins cachés de mon imagination. Quant à mes boules de verre, mes boutons et mes clous, ils étaient là à chaque instant dans leur boîte rectangulaire, prêts à me porter secours dans mes heures de chagrin. Donc, le narrateur, les objets de la boîte, le narrateur prend sa boîte à merveille lorsqu'il est seul. Et sont ses seuls amis. Bien sûr, il crée des personnages imaginaires avec qui il joue. Alors, le lendemain de mort, ma mère ne manquait pas de raconter la science à toute la maison. Donc, l'homme qui تحكي قال لك الشيء اللي وقع في الحمام الجيران. Alors, Lella Zoubida raconte la science demain
ma scie voisine. Donc c'est une femme qui aime raconter. Hein? Et si raconter, il a l'art de compter les événements. Avec des commentaires détaillés ou abandonner les traits pittoresques et les anecdotes. Ma mère remportait auprès de ses voisins un grand succès. Alors, puisqu'il s'y racontait, donc il a un grand succès. Donc, il remporte auprès d'elle, donc ses voisins, un grand succès. Un grand succès. Mon père rentrait toujours tard. Mon père rentrait toujours tard et nous trouvait rarement de bonne humeur. Il subissait parce que presque tout le récit de l'anniversaire. دائما تتلقى تقريبا حكايه ديال السرد ديال الاحداث. Comme ma mère se plaisait à peindre avec les couleurs اللي مو كتستطيع انها ترسمها وتلونها avec les couleurs les plus sombres, الوان قاتمه. Quelquefois un incident de mince importance, par exemple شي حدث غير مهم, prenait des proportions de catastrophe, ياخذ ابعاد كارثه. Ainsi fut-il quand Rahma il est dit néfaste de faire sa lessive un ami. هكذا حدث مع رحمة نهار سبنات واحد التنين في بلاصتها هي اللي كانت فيها النوبة. Il était établi que ce jour-là appartient exclusivement à ma mère. De bonne heure, elle occupait les patients. Donc رحمة ناضت في هذاك النهار وصبنت ونشرت الحوايج ديالها ودابزت لاله زبيده ولاله رحمه على النشار. الوغ لاله زبيده se dispute avec Rahma, sa voisine. Avec Rahma, sa voisine, Rahma, c'est la maman de Zine. À propos, à cause du linge. Comme j'ai dit, ce jour-là est établi à la maman du narrateur. La dispute va durer jusqu'au soir. C'est le chia. Quand le père rentre, comme d'habitude, les femmes continuent à se disputer. Alors le père rentre tard, comme d'habitude. Après le dîner, hein, les deux femmes continuent à se disputer. Voilà. Donc voilà la fin de ce premier chapitre. Donc voilà, j'espère quand même que j'ai fait un aperçu, un repérage du chapitre 1 d'une manière brève. Donc merci de votre attention et au prochain chapitre qui est le chapitre 2.